Mais la première chose, c'est qu'il y a un point commun entre vos deux films qu'on a ressenti dans la salle, dans les réactions dans la salle, c'est que tous les deux sont drôles. Et c'est un point commun, je pense même à tous vos films, à tous les deux, c'est que souvent il y a des situations assez dramatiques, des personnages en crise ou dépressifs, et en même temps ça tend toujours vers... Ah bon, vous l'avez trouvé vers dépressif Comment ? Vous l'avez trouvé dépressif, le personnage? Pas loin, pas loin. Quand il parle d'impasse et tout ça. Et donc ça tend tout le temps vers quand même l'humour, la drôlerie, presque la comédie. Et ce goût de la comédie, chez vous, voilà, je voulais savoir si au moment de l'écriture, parce que vous êtes aussi vos propres scénaristes, c'est quelque chose qui venait naturellement, ou c'était comme un choix? Non, je pensais à une chose. Enfin, on a partagé beaucoup de choses, Sophie et moi. Et il y a une chose, je crois qu'on a en partage aussi, c'est une certaine timidité. Bon, comme toute chose, la timidité est double, c'est-à-dire qu'elle a un avers et un revers, et le revers, c'est je crois, une certaine forme d'insolence aussi, et de goût et de goût de la provocation, enfin, en tout cas, non, peut-être de besoin un petit peu de provoquer quelque part pour... oui, enfin, je sais pas, peut-être pour sortir de cette timidité, quoi, qui sinon est un enfermement. Voilà, et j'ai l'impression que s'il y a un point commun entre les deux films, celui de Sophie et le mien, c'est peut-être ça vient peut-être de là. Enfin, c'est un peu psychologique et ça suffit pas à tout expliquer, évidemment. Sophie? Oui, je suis assez d'accord avec Pascal, ce qui est à peu près normal. La timidité, oui. Je ne sais pas si c'est de la provocation exactement. C'est plutôt une façon d'être complètement à rebours ou à revers enfin, de chercher un revers aux choses et un rebours aux choses, aux situations, et de les pousser loin, quoi. Et la comédie, disons, permet d'affronter. C'est pas moi, chez moi, c'est pas un choix en tout cas. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est un choix délibéré. C'est une manière, c'est une manière d'aller. Pardon. C'est une manière oui, de pouvoir pousser loin les choses, parce que la comédie a une certaine plasticité comme ça, et voilà, sans que ça se fracasse, quoi. On peut aller loin dans le drame, dans la psychologie, sans que en restant dans une certaine légèreté, quoi. Pardon, donc timide, oui. Et il y a une chose qui est très aussi commune à vous deux, bon, je suis aussi timide, et à vous deux, c'est l'importance des dialogues. Pas qu'on soit trop nombreux, quand même. C'est l'importance des dialogues dans vos films, et toute la partie, je dirais, de comédie ou de décalage passe aussi par les dialogues, et peut-être aussi par l'idée que ce sont des personnages qui parlent plus qu'ils agissent. C'est aussi ça, même dans tout court-métrage, Sophie, c'est l'idée de, par la parole, on ouvre des possibles, un imaginaire, plus qu'on agit. C'est peut-être une forme de timidité aussi. Oui, non, par ailleurs, c'est vrai que l'autre chose qu'on a en commun, c'est qu'on est les meilleurs dialoguistes du cinéma français. Et justement, c'est à vous qui écrivez vos scénarios, les dialogues dans l'écriture, on a l'impression que ça structure tellement les scènes et même les récits, que je me demandais à quel moment venaient les dialogues. Est-ce que l'écriture... Tout de suite, Sophie.
Oui, je pense que c'est chez toi aussi. Disons que si ça ne vient pas, rien ne vient, quoi. Ça, ce sont les dialogues qui définissent, enfin les dialogues ou une situation quand même, mais l'un ne va pas sans l'autre. Mais moi, je sais que quand j'écris, je peux partir d'une phrase dont j'ai envie qu'elle soit prononcée et construire absolument toute la scène. Trouver la scène qui va faire que cette phrase va pouvoir être prononcée. Et mais chez Pascal, c'est quand même beaucoup plus construit. Enfin, je veux dire, ça m'a frappé là dans ton film. Enfin, je le dis avec admiration, hein, c'est pas un reproche. Il y a un fond dans tes films, et celui-là aussi particulièrement, comme toujours une faute première, ou un truc dont le héros se sent coupable et de savoir s'il est ou pas un salaud. Et voilà, c'est la puissance de tes films, et par ailleurs archi drôle, quoi. Ouais, enfin, là, moi j'ai revu la dernière demi-heure du film, ça m'a paru aussi archi triste quelque part, mais bon, c'est vrai qu'il y a, bon, enfin, justement, il fallait que disons que que le côté dépressif du personnage soit contrebalancé par une certaine auto-ironie et une forme de... Oui, enfin bon, fallait que ce soit marrant quand même quelque part, quoi, parce que sinon ça allait pas. Mais en réalité, enfin, tu dis que c'est beaucoup plus construit chez moi, mais en réalité, quand j'ai écrit ce film, je savais pas trop ce que j'écrivais. C'est en fait le premier film, bon, il date de 20 ans, hein, donc c'est loin, mais c'était mon premier film. J'avais quand même déjà une longue carrière de scénariste derrière moi, mais je ne me considérais pas comme un scénariste à part entière parce que je n'avais jamais écrit de scénario de fond en comble. J'avais toujours été co-scénariste, c'est-à-dire j'assistais à un metteur en scène, on construisait les histoires ensemble, j'écrivais les dialogues en partie, etc. Et donc, je n'arrivais pas, en tout cas, à me considérer véritablement comme un auteur. En fait, c'est le premier film que j'ai écrit de fond en comble, de bout en bout, c'est celui-là. Et je l'ai écrit... en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire en réalité. Il y a un personnage qui a une cohérence, il y a des situations. Chaque personnage qui sont autour de lui a sa logique, mais l'histoire est véritablement ténue. Voilà. Et bon, de la même façon, dans le cours de Sophie, on n'a pas une histoire, on a une situation qui se développe à travers la parole. Et là, le personnage les personnages se construisent à travers la parole. Ils ont, disons que leur force, parce que pour le reste, il n'y en a pas beaucoup, mais leur force, c'est un certain don de la parole qui fait qu'il leur donne je ne sais pas comment dire, une certaine forme d'autorité jusque dans le côté totalement dérisoire de leur comportement. Il y a quelque chose aussi en commun, c'est l'idée que, d'une certaine manière, tant qu'on peut parler, tant qu'on parle, il y a des choix possibles, parce que dans votre film, il y a sans arrêt la question du choix, alors qu'il passe par le jeu des tartes, par exemple, ou de boire ou pas boire un whisky, se tirer ou ne pas se tirer dessus, choisir une femme, de suivre telle ou telle. C'est des choix, c'est vrai. Et la parole, c'est aussi ça, c'est ce qui permet des possibles, des choix, et d'une certaine manière, c'est pour ça que tout le récit, qui est très simple, on a l'impression que ça ouvre sur une infinité d'histoires possibles.
Oui, oui. Pour revenir au court-métrage, c'est vrai qu'en le revoyant, là, je ne l'ai pas vu depuis quelques temps. Ce qui est frappant, c'est évidemment que par la parole, enfin par l'imaginaire qu'elle met en jeu, littéralement, je veux dire, tout ce qu'elles disent, elles le font. En ça, pour moi, la parole est acte, quoi, au cinéma, en tout cas, dans la vie, alors là, pas du tout. Mais voilà, quand elle parle de coucher avec un garçon ou de bouffer une cuillerée de merde, c'est comme le faire. C'est pour ça que ton film... Non, pas tout à fait, mais disons que Surtout ça la cuillère de s'approche merde. au maximum de... Et puis la cuillerée de merde, on la retrouve dans un autre film à moi. C'est ce qui est beau dans ton film, c'est qu'on a l'impression qu'en 5 minutes, à travers les dialogues, il y a toute la violence, les désirs, les pulsions de l'adolescence, qui dans beaucoup de films, beaucoup de cinéastes passent 1 heure et demie à essayer de développer ça de façon très physique. Toi, tu as l'impression que tout est concentré dans les dialogues, tout ce qui... Mais c'est drôle parce que mes premiers films courts-métrages à la Fémis, il n'y avait pratiquement pas de dialogue. C'est-à-dire que j'ai appris en même temps que j'apprenais à... Oui, il y avait soit mon premier film, il y avait une phrase de dialogue, le deuxième c'était entre sourds-muets, le troisième c'était... J'étais prof à la FEMIS à ce moment-là, en réalisation, enfin en scénario, pas en réalisation. Sophie était en réalisation. Mais je me souviens justement de ton film. Il y avait, enfin le film que j'avais vu de toi qui m'avait justement retenu, c'est que il y avait très peu de dialogue en effet, mais il y avait une phrase qui était enfin que j'avais trouvé formidable. Le film commençait comme ça. C'est une fille qui disait j'ai rêvé que je comprenais tout. Bah, j'avais trouvé ça formidable. Bah, ça m'a frappé en fait. C'est comme ça que tout a commencé. C'était la seule phrase. C'était la seule phrase du film. Et le dialogue, c'est aussi une question de rythme. Il y a un choix quand même, alors je ne sais pas si les spectateurs se sont rendus compte dans ton film, un choix formel qui est de, si je ne me trompe pas, de filmer en un plan séquence. Et donc, ça, bien sûr, ça a à voir avec la parole, peut-être, et le jeu des acteurs. Oui, c'était... Bah, disons que dans l'idée de saisir absolument ces deux filles, de les épingler, comme tu dis, dans leur âge, leur époque, leur quartier... ça s'est imposé, le plan séquence. Il y avait ce mouvement-là, quoi. De les prendre 5 minutes et en 5 minutes et de le faire en plan séquence permettait de ressentir ça vraiment de manière extrême. Alors, évidemment, il fallait aussi pour soutenir ça des actrices. Et là, il faut dire aussi que tu as eu la main verte quand même, parce que c'était le premier film de Sandrine Kiberlin. C'était pas le premier film de Hélène, parce que... Enfin, presque. Et moi, c'était le premier film de Natacha Charlier. Oui, d'ailleurs, on a encore, c'est impressionnant parce qu'on retrouve quand même la plupart des grandes jeunes actrices de l'époque. Il y a aussi Laurence Scott, Oui. voilà, il y en a beaucoup d'autres. Enfin, c'est assez impressionnant là-dessus de les retrouver. Et alors, juste sur le plan séquence, tu as fait beaucoup de prises ou c'était comme ça très... J'ai fait 18 prises. Ah oui, d'accord. 18 prises et croyez-le si vous le voulez, j'ai passé plus d'une semaine de montage pour trouver la coupe de début et la coupe de fin. Et il n'y avait pas 36 choix possibles, il n'y avait qu'un seul choix pour les deux extrémités du film. Mais il fallait vraiment capter, pour la fin en tout cas, cette espèce de mou de Sandrine Kiberlin et de lui donner juste assez de retentissement quand l'autre lui dit non, c'est toi qui m'appelle, et elle fait ouais. Mais on s'est arraché les cheveux avec une monteuse parce qu'elle fenouillait.
Et ouais, on a mis une semaine à trouver ces coupes. Une chose qui m'a frappé en revoyant encore, qui a à voir avec les acteurs et peut-être aussi avec la timidité, c'est la douceur du jeu et le rythme du jeu. Et je voulais savoir comment ça s'était passé avec les acteurs, comment obtenir cette douceur qui m'a frappé. Je crois que ça tient en partie à Jackie Berroyer. Je pensais pas du tout à lui en écrivant. D'ailleurs, je pense rarement à des acteurs en écrivant. Et bon, finalement, quand à un moment il a été question que ce soit Lequini, je me félicite tous les jours que c'est pas été lui. Je l'ai d'ailleurs pris en revanche pour mon deuxième film, et il était parfait, mais mon premier, je crois que j'aurais été laminé, et en plus, ça aurait pas été ça. Mais Jackie, c'était parfait, parce qu'il a une humanité très très profonde, qui... Bon, il était pas vrai... il avait déjà joué, je l'avais vu dans un film... qui était Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel de Laurence Ferreira Barbosa, dont il avait coécrit le scénario, je crois. Enfin, dont il avait écrit le scénario, oui. Il jouait un rôle secondaire, mais il était très bien. Alors, bon, évidemment, il y avait un handicap parce que je n'avais pas imaginé du tout un personnage comme ça physiquement. Au départ, il a un physique quand même assez particulier. C'est pas Alain Delon, mais il a un charme bien à lui, et surtout il a cette espèce de, je sais pas comment dire, oui, enfin cette humanité qui ressort, qui fait que même quand il est censément odieux, parce que le personnage l'est souvent, et même délibérément, en particulier avec son frère, il n'est pas gentil du tout, il y a effectivement cette douceur réelle, d'ailleurs qui à un moment m'a posé des problèmes pendant le tournage, parce que Jackie est quelqu'un qui est absolument incapable de se mettre en colère. Et il y avait une scène, donc la scène, à un moment où il y a une scène censément très violente, comme ça, autour du piano avec Valéria. Et c'était... je ne savais pas quoi faire, c'était terrifiant, parce que dès qu'il commençait à se mettre en colère, Valéria se mettait à rire. Enfin, elle ne pouvait pas s'empêcher. Enfin, c'était terrible. J'ai dû découper la scène. Enfin, je ne sais plus comment je m'en suis tiré, mais ça a été très très long. C'est quelque chose qui lui est physiquement impossible. Enfin, en tout cas, qui lui était, peut-être que ça lui est passé. Mais voilà, c'est donc quelqu'un de profondément doux. Ça imprime, je pense aussi, cette espèce de, avec ce jeu qui est un petit peu hésitant comme ça qu'il a, mais qui fonctionne. Enfin, je trouve. Une des solutions, je crois que vous n'avez pas revu le film en entier, mais une des solutions que vous avez trouvées, c'est de garder le rire. C'est ça qui est assez beau, quand il s'énerve, elle rit. Et ça va presque avec l'idée que le film... J'ai été obligé, oui. Et c'est très beau parce que ça va avec l'idée que le film, tout pourrait être absolument dramatique, mais il y a toujours un rire en face. Et il y a autre chose sur le son qui m'a frappé, c'est que souvent dans la bande son de votre film, il y a un ou deux sons au fond, que ce soit le vent, et souvent aussi des musiques qu'on entend, comme s'il y a des gens qui jouaient dans la cour. Et il n'y a pas de musique, je crois, composée pour le film. Il n'y a pas de musique de film, non. À l'époque, je pensais pas du tout utiliser de musique. Bon, finalement, j'en ai ajouté comme ça au montage, parce que, oui, enfin bon, ma monteuse m'a persuadé que c'était préférable, mais j'en voulais pas. Je m'y suis mis très tard à la musique. Mais c'est assez beau parce qu'elles sont un peu en fond, quoi. C'est-à-dire que la musique qui devrait être normalement au premier plan est en arrière-plan. Oui. Oui, j'ai remarqué ça là, en voyant la dernière demi-heure du film. D'ailleurs, la chanson d'Arthur H que vous avez choisie, c'est la phrase qu'on entend, c'est "Tu n'as pas le choix", alors qu'il est tout le temps question de choix. Oui. Donc, vous ne l'avez pas choisi. Oui, c'est peut-être pas complètement au hasard. Voilà, alors peut-être on peut passer aux questions dans la salle, si vous en avez. Ne soyez pas timide. Ah oui, bah...
Juste sur un gag, là, le gag avec Lou Castel, ça vous est venu comment? Comment vous y avez pensé? Comment ça je sais plus. Bon, et évidemment, je pense que ça m'est venu en prenant le métro. Enfin, j'y ai pensé en prenant le métro. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont un petit peu pas arbitraires, mais enfin qui sont. Je veux dire, l'histoire des tartelettes, ça m'est venu. C'est presque la matrice du film parce que je n'avais pas d'histoire, mais j'avais cette scène de tartelette en tête. Voilà, les personnages sont venus après. C'est cette scène du pari autour des tartelettes et du fait que ça vient de. Enfin, bon, là, je déplace le truc parce que l'histoire du métro, je pense que j'ai dû y penser en étant embarrassé par. Voilà, c'est l'embarras de donner ou de ne pas donner. Et si on donne et qu'on a trop, bon, voilà, on donne trop. Micro. Ouais. Donc, voilà, c'est parce que oui, c'était l'époque où il commençait à y avoir. Il n'y a pas toujours eu des gens qui faisaient la manche dans le métro. Moi, j'ai dû connaître une époque où ça n'existait pas. Et il y a un moment, c'était. Bon, voilà, la crise était là. Et des gens commençaient à faire la manche dans le métro. Je pense que l'idée m'est venue comme ça, simplement en prenant le métro, parce que je suis un usager du métro. L'histoire des tartelettes, c'est autre chose. Ça vient du fait que donc j'ai longtemps été scénariste pour Jacques Rivette. En fait, bon, la co-scénariste était Christine Laurent, et on se réunissait chez elle avec Jacques pour essayer d'élaborer le scénario. C'était des séances comme ça, et en général ça se passait dans l'après-midi, et systématiquement Christine préparait des tartelettes pour le goûter. Et il y avait toujours, ce qui me frappait, c'est qu'il y avait toujours 4 tartelettes alors qu'on était 3. Voilà. Bon, ça vient de là. Je profite du silence pour vous poser une question, revenir sur... J'étais admiratif du travail des acteurs, du naturel des acteurs. Alors, c'était votre premier film, c'était vos premiers films, c'était les premiers films pour certains d'entre eux, y compris, je pense, Berroyer, qui n'était pas forcément peut-être un acteur. Je voulais savoir comment vous avez travaillé avant et pendant pour arriver à trouver cette... vous avez parlé des douceurs, et oui, c'est naturel dans le travail, Berroyer et les autres. Je réponds d'abord. Je pense qu'il y a une chose qui est... D'abord, bon, je savais, enfin, je crois intimement ce que je souhaitais. Je suis très très peu directif, hein, enfin, je dirige peu les acteurs, mais je pense qu'il y avait à partir du moment où les acteurs choisis sont les bons, où il y a quand même une base solide qui est le dialogue, enfin je veux dire où le dialogue est à comment dire, son rythme, sa musique, et je pense que c'est relativement facile. Enfin, donc je parle pour moi, je pense que Sophie fera une... Enfin, je te laisse répondre aussi. Je n'ai jamais eu de problème, pratiquement jamais à ce niveau-là. Et je dois dire que l'une des choses qui m'ont fait le plus plaisir quand ce film a été projeté et qu'il y a eu des débats, c'est un spectateur dans la salle qui m'a demandé s'il y avait beaucoup d'improvisation. En fait, tout était écrit, et le fait qu'on ait pu penser que les dialogues pouvaient avoir été improvisés par les acteurs, là j'ai ressenti que donc ça sonnait juste.
Voilà, il y a quelques trucs quand même que Jackie a ajouté de son cru. Il y en a deux dont je me souviens. Que je me suis rappelé en revoyant le film, c'est une chose, quand il dit regarde la gueule que ça t'a fait de te retenir pendant... ça c'est du Jackie et il l'a envoyé au pauvre Michel Massé. Voilà. Il y avait un autre truc, c'était quand Hélène Filière lui demande, quand ils vont à la mer comme ça, qui laisse sa femme et qui font ça, elle lui dit vous faites ça souvent, il répond tous les mardis. Tous les mardis, c'est du Jackie aussi. Le reste, c'est de moi. Oui, moi aussi, je pense que quand le choix des acteurs principaux, c'est essentiel. Et moi aussi, quand on me dit dans les salles, dans les premières projos, qu'il y a des débats en public, ça m'est aussi arrivé qu'on me dise mais qu'est-ce qui est improvisé, qu'est-ce qui l'est pas. Ça fait très plaisir. C'est vrai. Mais sur le court-métrage, j'ai pas mal répété en fait, justement parce que c'était un plan séquence qu'il fallait pas patiner à cause de problèmes de jeu, parce que Hélène et Sandrine venaient de deux univers complètement différents, puisque Sandrine était au Conservatoire national d'art dramatique. Elle avait beaucoup disons de palettes, de propositions très différentes. Elle était assez solide et elle pouvait du coup proposer des choses très variées. Et ma sœur, c'était plus instinctif, naturel, avant qu'elle devienne... Enfin, c'était un de ses tout premiers films, après ton court-métrage. Mais du coup, on a pas mal répété. Moi, ce qui se passe, c'est que je travaille en amont en casting, en fait. Quand je vois des comédiens, je donne toujours la réplique, moi-même, bien qu'il y ait un directeur de casting qui soit là. Et je travaille un peu en casting. J'ai besoin de voir si ce qui vient naturellement est déjà bien, évidemment, mais j'ai besoin de voir selon moi comment je donne la réplique, ce que ça infléchit chez l'autre. Donc je fais travailler un peu comme ça, et puis après au tournage. C'est ce que j'ai fait aussi, hein, d'ailleurs. Je donnais aussi la réplique en casting. Et je continue à le faire souvent, d'ailleurs. J'ai une curiosité ponctuelle là-dessus aussi. Et vous avez dit que vous ne saviez pas que ça allait être Jackie Verroyer. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres films aussi que vous avez tournés. Quand vous savez que tel acteur ou telle actrice va avoir le rôle, est-ce que vous réécrivez ce que vous avez écrit Non. Ça ne vous arrive pas? Enfin, ça m'est arrivé, moi, sur le dernier film seulement, sur Arrête ou je continue, quand j'ai su que Mathieu Amalric avait accepté le rôle, et je ne l'avais pas écrit spécialement en pensant à lui. Et quand je lui ai proposé et qu'il a accepté le rôle, j'ai réécrit un tout petit peu le personnage masculin, mais vraiment 3 fois rien, 4 répliques. Mais j'ai quand même revisité le personnage parce que le fait que ce soit Mathieu, c'était un personnage compliqué, plus qu'ambivalent, enfin qui pouvait être carrément archi antipathique dès le départ, ou tout du long. Et le fait que ce soit Mathieu me donnait de la latitude justement parce qu'il est charmant, opaque, voilà, ça me donnait de la marge. Donc j'ai pu pousser un peu plus loin quelques répliques. Mais sinon, non, moi je... Sinon, c'est l'acteur qui vient au texte, pas le texte qui va à l'acteur. Oui.
Oui, enfin, je peux juste illustrer ça pour mon deuxième film. Il y avait une scène un petit peu crue, on peut dire, de dialogue. Et j'avais en vue une comédienne et je crois il y a des mots qu'elle a jamais pu prononcer et donc ça n'a pas été elle, tout simplement. Voilà. Mais ça arrive souvent, je pense, ce genre de choses. Alors j'ai une question sur un point peut-être plus anecdotique, mais c'est vos titres. Vous avez un certain génie des titres en plus des dialogues. Et des filles et des chiens, est-ce que c'est une réponse à Jacques Brel ou parce que les... Pas du tout. J'ai appris l'existence de... Comment s'appelle la chanson ? Les filles et les chiens. Les filles et les chiens, ouais. Non, je connaissais absolument pas cette chanson. J'ai appelé ce film parce que il y a 2 filles et il est question d'un chien. Et que des filles et les chiens, ça évoque des chiennes éventuellement. Mais c'était pas archi conscient à ce point-là. Mais en tout cas, c'est pas en rapport avec la chanson de Brel, non. Le côté génial du titre, c'est des filles et des chiens. C'est le des filles et des chiens. Comme des... Oui, tout à fait. Le dé latin, hein, c'est... Hein, ouais. Comme des viris illustribus. C'est pas quelques filles et un chien, c'est... Ouais. C'est au sujet des filles et au sujet des chiens. Ça, c'est fort. Bon, moi le titre est une plaisanterie. Encore, c'est parce que c'était mon premier film. Parce que je me souviens, à l'époque, il y avait des interprétations critiques sur Lacan, le séminaire de Lacan. Ça c'était pour les lacaniens, mais c'était, avant tout, c'était ça. Est-ce qu'il y a quelques questions encore dans la salle ? Alors, je me souviens qu'à l'époque, il y avait une chose qui m'avait frappé dans plusieurs films, et pour moi, encore, représentait bien ça. C'était tout d'un coup l'apparition d'un personnage qu'on voyait très peu au cinéma, qui était le professeur d'université. Il y avait plusieurs films comme ça. Il y a eu le Desplechin, notamment. Donc voilà, c'est tout d'un coup l'apparition, vous qui êtes scénariste, tout d'un coup l'apparition d'un nouveau type de personnage. Est-ce que c'est une façon de projeter peut-être votre passé aussi de critique ? Oui, évidemment. D'ailleurs, en fait, le premier titre, celui que j'avais choisi au moment de l'écriture, que j'ai pas gardé, heureusement, c'était Autocritique. Oui. Oui, mais c'est-à-dire, le problème de ce genre de personnage, c'est qu'il ne faut pas en abuser, quoi. C'est parce que c'est pas très populaire, par définition, et les personnages d'intellectuels, ça agace souvent très vite. Bon, ça, c'est un petit peu mon problème. Les personnages sont... c'est pas... Je veux dire, je fais pas des films autobiographiques, c'est pas du tout autobiographique, mais les personnages sont une forme de je sais pas comment dire, d'autoportrait décalé, je sais pas quoi, et c'est souvent, et voilà. Et pour moi, c'est constamment un problème, mais c'est un problème dont j'ai du mal à me sortir. Mais là, c'est assez essentiel dans le film, parce que le personnage, ça fait dire à un moment au personnage, mon métier, c'est de parler. Alors, c'est tellement... Oui, c'est ça. C'est-à-dire, effectivement, quand on... ce sont des personnages qui ont le don de la parole parce qu'ils ont oui, parce que c'est leur forme de pouvoir et de pouvoir sur les autres, parce que finalement c'est aussi c'est quelqu'un qui jouit, ce personnage donc d'Abel Vichat que joue Jackie est un personnage qui jouit de sa parole et il s'en sert pour jouer avec les autres. On le voit clairement dans son rapport, par exemple, au personnage que joue Laurence Cotte, où tout à la fois il la séduit, il la flatte, il se moque d'elle. Enfin, c'est un mélange très, très, très bizarre où il cherche à la fois à la séduire d'une façon un petit peu masochiste, bizarrement, mais en même temps,
il est très très ironique par rapport à elle. Enfin, il est attiré par le fait que justement elle, contrairement à lui, elle a une sorte de parole droite. Enfin, tout simplement que les mots qu'elle dit ne sont pas des jeux, mais qu'elle croit pleinement à ce qu'elle dit. Alors, bon, tout ça est intéressant. Et c'est vrai que c'est un cinéma de la parole. C'est pas très, disons que c'est pas toujours très bien vu, mais malgré tout, moi, je trouve ça très plaisant. Et Sophie, toi, tu as créé des personnages un peu de ce type. Alors, je pense par exemple à Aïe, qui est un film que je trouve absolument extraordinaire, où il y a un personnage qui est joué par Hélène Filière, ta sœur aussi, et qui s'invente constamment, qui fabule sur elle-même, qui s'invente un personnage en changeant de nom, d'origine, et qui se construit comme ça. Oui. C'est-à-dire la question de la fabulation, de jouer avec les autres à travers les mots, c'est aussi quelque chose qui... C'est une question de personnalité augmentée, quoi. J'ai l'impression qu'au cinéma, disons qu'on peut... Il y a une espèce de cran supplémentaire qu'il faut dénicher, quoi, pour en profiter, quoi. Parce que pour profiter de la possibilité de le faire, ce qu'on ne fait pas dans la vie, ou la façon dont on ne se voit pas dans la vie, ou la façon dont... Voilà, c'est une projection, pas de moi, mais c'est... Vas-y, complète. Non, pour parler de Haï, je ne sais pas qui l'a vu ici, mais je me souviens très bien qu'il y avait une scène... puisqu'elle se donne comme une extraterrestre qui vient d'une autre planète, et qu'à un moment elle doit y retourner. Et elle dit qu'il y a un signe qui l'avertira, et qu'à ce moment-là elle devra partir, et en fait elle part non pas en s'envolant, c'est ça, mais en rétrécissant. Et je me souviens que tu avais pensé à le faire réellement, enfin à le faire avec des effets spéciaux, c'est-à-dire à le voir. Et en réalité, bon, quand c'est décrit par Dussolier, parce qu'en fait ça n'a d'existence que verbale. C'est Dussolier qui le raconte, et finalement d'ailleurs on ne sait pas. Il le raconte avec une très très grande conviction, un très très grand réalisme, la façon dont ça se passe. C'est à la fois très émouvant, et bon, le dialogue, encore une fois, est admirable. Et je le dis très vite. Et il est évident que c'est beaucoup plus fort parce que c'est verbal, que si tu avais fait les effets spéciaux, ça aurait été... Bon, outre que je ne sais pas si ils auraient été très réussis, j'en sais rien, peut-être que oui, mais finalement, ça n'aurait eu beaucoup moins d'impact. Parce que là, on ne sait pas où on est exactement, on ne sait pas si Dussolier reprend toute la mythification, la mystification que aille d'une certaine façon par amour, ou bien s'il a réellement vu, qu'il le transmet à son ex, enfin, ouais, ça pas son ex, non, sa femme, sa compagne. Voilà. Bon, enfin, moi, Oui, non, pardon. Excuse-moi. Non, mais c'est ça, c'est cette, quand je disais en profiter, c'est cette puissance-là de la parole qui n'a pas le même statut dans la vie, quoi. Enfin, je veux dire que j'arrive pas bien à exprimer, mais... C'est-à-dire que la parole crée des images, des événements.
Oui, c'est pas... Voilà, c'est pas seulement qu'elle crée, qu'elle développe l'imaginaire, mais l'évocation de ce dont il est question dans un truc raconté. C'est souvent d'ailleurs dans mes films qu'il raconte des épisodes que les personnages ont vécu et qui ne sont pas des scènes qu'on a vues du film. Voilà, cette puissance-là, c'est ce à quoi je tiens beaucoup, quoi. Attends, excuse-moi. Non, c'est pour l'enregistrement. Bonsoir. Je ne sais pas exactement ce que je vais dire, mais moi, ça me fait réagir juste comme ça sur le... Vous parlez énormément de la parole, des dialogues, et je pensais à ces personnages dans Racine qui arrivent et qui racontent ce qui s'est passé, etc., etc. Et c'est intéressant parce que on voit là, dans ce que vous dites, on dit que le cinéma, c'est de l'image et du son. Et puis là, tout à coup, c'est la parole, c'est l'incarnation de l'acteur sur un texte qui raconte un événement. J'ai pas de conclusion à en dire, ça me fait juste réfléchir. Non, mais enfin, je veux dire, effectivement, ça souligne une chose, c'est qu'on peut, on peut considérer qu'il y a, comment dire, qu'il y a un caractère théâtral, si on veut, de ce cinéma, du fait que, enfin, ce cinéma qu'on pratique, parce que il repose beaucoup sur les puissances de la parole, beaucoup plus que sur celle de l'image et du son, enfin, en apparence. Hein. Néanmoins, c'est vrai, enfin, je veux dire, j'ai rien à dire là contre, hein, mais je voudrais juste souligner ça aussi, et je crois que c'est pour ça aussi qu'on a la chance, enfin, Sophie et moi, d'avoir souvent de bons acteurs, de grands acteurs qui jouent dans nos films. C'est quand même que quelquefois ça leur manque, les films où il y a du texte et du dialogue qui tiennent la route. Voilà, bon, comme on est deux, on peut se jeter des fleurs. Mais je crois que c'est une chose qui manque quelquefois dans le cinéma. Enfin, moi, j'aime les dialogues et j'aime les dialogues au cinéma aussi. Oui, merci. Alors, oui, ça vient petit à petit à vous entendre et à entendre les réactions. Moi, je réagirais un petit peu de la même façon. En voyant vos films, je pensais aussi que les dialogues étaient très construits, bien sûr, et que c'est une remarquable direction d'acteurs. Parce que pour qu'ils aient l'air si naturels, à sortir des dialogues si compliqués parfois, surtout le début de Encore, je pense que c'est tout à fait remarquable. Alors ma question, c'est celle-ci, je vais vous dire. J'ai été gênée au début de votre film Encore, parce que je me disais, c'est du cinéma français. C'est-à-dire qu'il faut de la parole, il faut du texte. Il faut du texte, et des textes compliqués, avec des idées compliquées. Et c'était long. Et à mon avis, votre film décolle vraiment quand ça devient fou. C'est-à-dire à partir de Noirmoutier, où il y a des personnages tout à fait invraisemblables qui arrivent, et où les dialogues sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus brefs. Alors évidemment, vous allez me dire qu'il fallait d'abord commencer par les dialogues longs pour qu'on comprenne bien qui était ce personnage d'intellectuel, pourquoi il était complètement déprimé, pourquoi il n'arrivait pas à baiser, tout simplement parce qu'il parlait trop, parce qu'il pensait trop. C'est évident. Donc tout cela, il fallait le préparer. Je pense que, pour ma part, j'ai beaucoup aimé... Je n'ai pas vécu comme ça, hein, mais... Pardon, je termine. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé quand ça devient fou. C'est-à-dire quand les dialogues sont beaucoup plus rapides, on les comprend et on comprend ce qu'il y a derrière. Mais ça devient beaucoup plus rapide, beaucoup plus haché. Et à ce moment-là, il y a un mouvement, je trouve, qui est très intéressant. Mais encore une fois, la direction d'acteur est remarquable. Merci.
Je vous dis, je ne l'ai pas vécu comme ça parce que, encore une fois, je n'ai pas eu le sentiment. Enfin bon, je savais qu'il fallait que je trouve une forme d'accélération en allant vers la fin, mais en fait, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, quand j'ai écrit ce scénario, je ne savais absolument pas où j'allais. J'ai écrit toute la première partie relativement vite. À la page, je crois, à la page 40 ou 50 du scénario, je me suis arrêté. Je ne savais absolument pas ce qui allait se passer après. Alors, il est arrivé ce qui m'est arrivé souvent au début, avec mes premiers films, c'est-à-dire je me suis arrêté donc à la moitié. Là-dessus, Rivette m'a appelé pour faire un film. J'ai fait le film avec Rivette. Ce qu'il y a de bien avec Rivette, c'est quand on écrit le scénario, on l'écrit pendant le tournage, donc ça dure 2 mois. Après ces 2 mois, j'ai repris le scénario et j'ai trouvé un truc qui m'a amené vers la fin, mais qui n'était pas du tout, qui n'était pas du tout prévu au début. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais fini presque par surprise. C'est-à-dire que je pensais, quand j'ai écrit la dernière scène, je pensais que j'avais encore 3 ou 4 scènes à écrire. Et c'est quand j'ai fait prononcer au personnage Avishak, je vais essayer. Ah bon, c'est la fin. Voilà. Mais je ne le savais pas 3 secondes avant. Alors, une dernière chose, juste peut-être une réponse au monsieur sur l'idée aussi que cette idée que le dialogue est anti-cinématographique et qu'en même temps c'est très français. Il y a toute une tradition du cinéma français qui commencerait peut-être à Guitry et Pagnol, qui passerait par Eustache, Romer, où, comme tu l'as dit Sophie, la parole est un acte comme un autre. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cet a priori, souvent, que la parole est anti-cinématographique, alors qu'au fond, elle est aussi cinématographique. 2 êtres qui parlent, c'est aussi cinématographique qu'une scène d'action. Et là, c'est-à-dire, le problème, c'est que pendant longtemps, la parole avait sa dignité au cinéma comme le reste, mais aujourd'hui, où c'est le cinéma d'action américain et le cinéma des effets spéciaux qui dominent un petit peu le marché, ou le cinéma des ados, ou les trucs du genre Fast and Furious, évidemment, le dialogue a très très peu sa place et a tendance à être discrédité. Mais beaucoup de choses sont discréditées aujourd'hui qui ne méritent pas de l'être. Alors, à moins qu'il y ait une toute dernière question dans la salle. Bon, eh bien... Oui. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a tout un. Enfin, je veux dire, il y a je sais pas comment appeler ça. Enfin, bon, Hitchcock, par exemple, donc, qui est le maître étalon absolu de tout le cinéma, de tout, disait que le dialogue, ça doit être juste des bruits qui sortent de la bouche des personnages et que tout ce qui importe dans le film doit être porté par autre chose, par la distorsion des situations, par les gestes, voilà, mais pas par le dialogue. Bon, il y a une autre tradition, effectivement, effectivement Eustache ou Romer, qui sont peut-être effectivement spécifiques du cinéma français. C'est peut-être une spécificité du cinéma français, parce que bon, mais c'est pas, voilà, c'est pas honteux. Il y a une question ici. Oui. Allez-y, madame. Je voulais juste évoquer tout le cinéma réaliste et tout le cinéma qui est dans notre culture quand on est un peu vieux et qui n'est pas seulement français, italien, égyptien, à tel point, si vous vous souvenez, que les gens après dans leur vie quotidienne ont retenu des
des bouts de dialogue qu'ils utilisent. Ça devient... On s'approprie même les dialogues du cinéma. Donc, si on discrédite le dialogue ou la parole, c'est quand elle est redondante, qu'on ne sait pas bien. Mais sinon, ça a eu une fonction très importante dans le cinéma. Oui, par ailleurs, il y a quand même une forme de dialogue où je ne me reconnais pas du tout. C'est le type de cinéma à mot d'auteur. Disons, toute la tradition, Janson, Audiard, etc., où on sent que ce n'est pas les personnages qui parlent, mais l'auteur à travers les personnages. Et ça, alors en revanche, c'est pas du tout quelque chose. Enfin, je parle pour mon compte, mais c'est pas du tout quelque chose où je me reconnais. Puis ceci, les dialoguistes que vous citez, les dialogues valent pour eux-mêmes en quelque sorte, mais ils n'ont pas ce pouvoir d'évocation dont vous parliez. C'est le pur mot d'auteur qui ne vaut que pour lui-même. C'est ça la différence entre les deux traditions. Mais, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu. Et merci beaucoup Sophie, Pascal. Et à bientôt pour une prochaine rencontre. Merci.